Mesdames, Messieurs, bonsoir. Donc voilà, je vais ouvrir le conseil municipal du 9 juin 2023, qui sera composé de 2 séances. La première relative aux élections sénatoriales de septembre 2023 et la deuxième relative à des délibérations de la commune. Bien, donc nous allons commencer par la première séance du conseil municipal relative aux élections sénatoriales et commencer par la première délibération sur la désignation du secrétaire de séance. Et après on fait l'appel. Donc je vous propose de désigner pour cette séance en tant que secrétaire de l'Assemblée M. Kassem Lemtiri et de lui adjoindre les services de M. Nicolas Vandenbusch en qualité de secrétaire administratif. Qui vote contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. Et donc, M. Lemtiri, si vous pouvez procéder à l'appel. Nicolas Bouche, absent, donne pouvoir à M. Antoine Pierrot. Ah oui. C'est bon, merci. Nicolas Bouche, absent, donne pouvoir à Antoine Pierrot. Antoine Pierrot. Présent. Héloïse Gerbert. Présente. Pierre Bertin. Présent. Ouais. Pierre Bertin. Présent. Emmanuel Pichonna. Présente. Kassem Lemtiri. Présent. Barbara Leroy-Ledbeur. Présente. Gilles Dumay. Présent. Pascal Lucot. Présente. Fouad Laoutid. Sabine Doaz. Emmanuel Magdelaine. Chantal Cousin. Thomas Hubert. Madame Domiti Dussautois donne pouvoir à Madame Christine Nisol. Nicolas Burlian. Anne Ramon. Xavier Deric. Martine Cacheux, qui donne pouvoir à Monsieur Pierre Bertin. Guillaume Lequièvre. Céline Dutrio. Yassir Moukrim. Christine Nisol. Bertin Lambray. David Blancard. Quentin Vasseur. Claire Pila. Absente. Elle ne donne pas le pouvoir. Si, elle donne pouvoir. Ok, donne pouvoir à Madame Cousin Chantal. Je ne l'ai pas. Carole Domrotangui. Monsieur Christophe Caudron. Madame Vanessa Larvan. Madame Enoch Brigitte. Monsieur Frappard Laurent. Monsieur Mazereux Alain. Monsieur Pira Pierre-Yves. Monsieur Boisse Julien. Merci, M. Lemtiri. Eh bien, nous allons passer à la deuxième délibération sur la désignation du bureau électoral qui va être constitué pour l'élection de cette séance. Donc, conformément à l'article R 133 du Code électoral, en cas d'absence du maire, le bureau électoral est présidé par le maire ou à défaut par les adjoints et les conseillers municipaux dans l'ordre de la liste, c'est-à-dire moi-même. Ce bureau, il est proposé aux membres du conseil municipal de désigner le bureau comme suit. Monsieur Antoine Pierrot, président du bureau électoral. 2 membres du conseil municipal les plus âgés. Donc, ce sera Madame Christine Nisol et Monsieur Gilles Dumay. Et les 2 membres du conseil municipal les plus jeunes, à savoir Monsieur Quentin Vasseur et Monsieur Bertin Lambray. D'accord. Et de désigner le secrétaire de séance, Monsieur Kassem Lemtiri. Et donc, je vais vous demander de voter pour cette délibération sur les membres de cette élection, de ce bureau de vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. Et nous allons pouvoir passer à la troisième délibération relative à la désignation des délégués suppléants pour les élections sénatoriales. Alors, comme vous le savez, il va y avoir une élection sénatoriale le 24 septembre 2023, à laquelle
l'ensemble des conseillers, l'ensemble des membres du conseil municipal en activité ont obligation de voter. Hein, c'est une élection obligatoire. Et comme la commune de Lambersart fait plus de 9000 habitants, elle doit désigner des suppléants, hein, aux membres qui auraient un empêchement. Les empêchements, hein, pour cette élection doivent être dûment motivés. C'est en cas de refus, de décès, de perte des droits civiques et politiques, d'empêchement ou de cessation des fonctions de conseiller municipal. D'accord ? Donc là, il s'agit d'élire les suppléants et non pas les membres, enfin les délégués de droit qui sont les membres du conseil. Alors, il y a 4 listes, hein, pour laquelle on va voter et qui ont été déposées. Donc la première liste, un nouveau souffle pour Lambersart, avec comme suppléant Madame Marie-Christine Goris, Monsieur Christophe Audoux, Madame Patricia Brutin, Monsieur Antoine Paulet et Madame Catherine Leflève. Pour la liste Lambersart avec vous, j'ai proposé Madame Sonia Loquin et Monsieur Hugo Quint. Excusez-moi. Pour la liste Lambersart social, écologique et solidaire, Monsieur François Schmitt. Et pour la liste Lambersart écouter et agir, Monsieur Enzo Tirlinck. Alors ces 3 noms n'ont pas été indiqués dans les documents qui ont été envoyés en début de semaine parce qu'on n'avait pas l'information. Donc on l'a pour ce soir et c'est pour ça que ça ne nous a pas été communiqué lors de l'envoi des pièces du Conseil en début de semaine. Voilà. Eh bien, nous allons pouvoir procéder à cette élection en notant déjà l'heure de l'ouverture du scrutin. Il est quelle heure ? 18h12. Il est 18h12. Et donc nous allons procéder au vote. Alors le vote est un vote secret. Hein, d'accord ? Donc à ce moment, je vais me déplacer à l'urne là pour vous appeler un par un. Je vous propose de vous appeler un par un dans l'ordre dans l'ordre de la liste, hein, des élus. Et ensuite, si vous pouvez faire le tour, il y a des papiers et des enveloppes qui sont sur une table à l'extérieur avec un isoloir et ensuite l'urne qui se trouve ici là. Et donc je vais aller là-bas avec les membres du bureau. Et donc c'est Monsieur Vasseur, Bertin Lambré, Christine Nisolde et Gilles Dumay. Son porte-manteau, lui.
Bien. Mais écoutez, merci beaucoup. Et donc, je vais procéder à la lecture du résultat de ce vote. Donc, nombre de conseillers présents, 35. Nombre de votants, 35. Nombre de suffrages exprimés, 35. Donc, les résultats sont... Alors, pour la liste, un nouveau souffle pour Lambersart, à savoir Madame Marie-Christine Lefebvre, Monsieur Christophe Audoux, Madame Patricia Brutin, Monsieur Antoine Paulet, Madame Catherine Leflève, 18 suffrages obtenus, c'est-à-dire nombre de sièges restant à pouvoir, enfin nombre de sièges, ça fait 5 sièges de suppléants. Ensuite, pour la liste Lambersart avec vous, donc les suppléants proposés, donc Madame Sonia Loquin et Monsieur Hugo Quint, excusez-moi, décidément. Là, 8 suffrages obtenus, c'est-à-dire 2 sièges, 2 sièges de suppléants. Ensuite, pour la liste Lambersart social, écologique et solidaire, dont les suppléants, enfin, le suppléant est Monsieur François Schmitt. Donc là, il y a eu 5 suffrages obtenus, c'est-à-dire 1 siège de suppléant. Et pour la liste Lambersart écouter et agir, le suppléant est M. Enzo Tierlinck. Et là, il y a eu 4 votes, 4 suffrages obtenus, c'est-à-dire 1 siège. Et donc on se retrouve 5 plus 2 plus 1 plus 1. 7, 8, 9. On a bien les 9 sièges de suppléants à ces élections. S'il y a des questions, des remarques, eh bien, nous allons pouvoir... Ah oui. Allez-y. Juste remercier de la façon dont ce scrutin a été organisé. Et puis pour la petite histoire, je ne pouvais pas déposer la liste dans les temps parce que j'ai été prévenu après la transmission du lien. Voilà, tout simplement. Enfin, je retiendrai, retenez que c'était une bonne initiative. Merci de cette remarque. Alors, il y a une liste qui va passer pour vous signer. Hein. C'est bien ça, hein. Elle est en train de passer, d'accord. Une liste à signer. Et ensuite, l'ensemble des suppléants seront prévenus sous 24 heures. Je vous rappelle la date de l'élection sénatoriale le 24 septembre 2023. Et ben voilà. Ah oui. Et ensuite, on va passer une liste et vous allez devoir choisir, chaque délégué doit choisir le suppléant qu'il choisit dans la liste. Dans la liste. Il doit choisir la liste, non pas le nom, avec la liste. Bon. Eh bien voilà, l'ordre du jour de la première séance étant épuisé, je programme la fin de cette première séance et de passer à une phase de communication. Ah bon, on le fera après, ou alors maintenant. Je vous propose une minute de silence suite aux événements, hein, de ce qui s'est passé à Annecy cette semaine, hein, en soutien à cet événement.
Eh bien, je vais donc ouvrir la deuxième séance du conseil municipal. D'accord. Et commencer par la désignation du secrétaire de l'Assemblée en la présence de M. Quentin Vasseur, qui va procéder à l'appel. Nicolas Bouche. Absent. Donne pouvoir à Antoine Pierrot. Antoine Pierrot. Présent. Héloïse Gerbert. Présente. Pierre Bertin. Présent. Emmanuel Pichonna. Présente. Kassem Lemthierry. Présent. Barbara Leroy-Ledbert. Présente. Gilles Dumay. Présent. Pascal Lucot. Présente. Fouad Laoutid. Sabine de Ouast. Emmanuel Magdelaine. Chantal Cousin. Thomas Hubert. Domitil Dussautois donne pouvoir à Christine Nisol. Nicolas Burlion. Anne Ramon. Xavier Deric. Martine Cacheux donne pouvoir à Pierre Bertin. Guillaume Lequief. Céline Doutrio. Yassir Moukrim. Présent. Christine Nisol. Bertin Lambray. David Blancard. Présent. Quentin Vasseur présent. Claire Pila donne pouvoir à Chantal Cousin. Carole Doron-Tanguy. Présente. Christophe Caudron. Vanessa Larvan. Brigitte Enoch. Laurent Frappard. Alain Mazereux. Pierre-Yves Pirat. Julien Boisse. Merci. Alors, merci, Monsieur Vasseur. Nous allons passer à la première délibération relative à l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 30 mars. Donc, il vous a été transmis. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des avis? Monsieur Mazereux. Puis, le terme de présentation des nouveaux élus. Alors, je veux bien. Je me suis présenté, mais j'ai fait aussi une déclaration et je ne la retrouve pas. Et je trouve ça dommage. Le PV va être amendé. Donc on peut l'intégrer et amender le procès-verbal. Ce serait parfait. D'accord. Hein? Du coup, on ne peut pas voter. Oui. Ouais, donc cette délibération sera repoussée au prochain conseil municipal pour pouvoir voter la délibération suivant ces termes. On peut le voter sous réserve que ça soit ajouté. Ça me convient très bien. Non. Soit on la vote en l'état, soit on la modifie, on la vote au prochain conseil municipal. Eh ben, c'est parfait comme ça. Donc on est d'accord pour voter cette délibération au prochain conseil municipal. Hein? Ok. Merci. Alors je vais donner la parole maintenant à Madame Gerbert pour une action, sur la communication. Donc, comme on s'y était engagé, bonjour à tous, je vais faire une communication sur les budgets, la première édition du budget participatif, puisque les votes ont donné lieu. Donc il y avait eu, pour mémoire, plus de 42 projets qui avaient été déposés par les habitants, qui avaient été étudiés par une commission et par un comité de suivi composé d'élus, de citoyens et de citoyens, d'élus et de techniciens. Ensuite, 8 projets ont été soumis au vote, et sur ces 8 projets, il y en a 6 qui vont être réalisés. Donc le premier projet qui a eu le plus de votes, c'est celui qui concerne le jardin des comestibles à Canteleu, au niveau du terrain de Bière-de-Buc. Le projet des habitants, c'est de monter un potager et une micro-forêt au niveau de ce terrain. Et ils ont obtenu des subventions, ils ont obtenu un budget pour 4 660 €. L'idée étant de financer à la fois des cuves pour pouvoir arroser le potager et les premières plantations d'arbres dans la forêt comestible. Ensuite, il y avait une expérimentation qui était proposée pour optimiser l'utilisation d'eau et des plantes et des arbres en expérimentant l'irrigation par des jarres enterrées, les Zoya, sur une des parcelles de la ville. Et ce qui est proposé, c'est de l'expérimenter dans une parcelle qui a son pendant et qui a son identique pour pouvoir comparer celle avec des jarres et celle sans jarres.
Ensuite, il y avait un projet qui proposait la création de 5 boîtes à dons qui s'ajoutaient aux 2 existantes qui malheureusement ont été dégradées. Mais il y a un budget qui a été alloué pour 1 500 € pour fabriquer ces boîtes à livres. Voilà. Ensuite, il y a un projet d'installation de 3 tables d'échecs de plein air accessibles au PMR qui va être installé sur la plaine du Colisée. Ce qui est intéressant avec ce projet, c'est que ça va s'accompagner d'animations autour des jeux d'échecs et qui pourraient se continuer à différentes occasions sur l'année à l'échelle de la ville. Enfin, il y a eu un projet qui a été déposé pour améliorer l'aire de jeu de la plaine du Cossec avec la pose d'une balançoire. Du coup, on a ce budget-là qui est pour 13 920 €. Et le dernier projet qui a été voté et qui a eu des voix, c'était sécuriser les abords de l'école Louise de Bétigny avec l'installation de potelets le long des trottoirs de la rue Chateaubriand. Donc, du coup, pareil, ces potelets seront installés pendant l'été, puisqu'on profitera de la saison estivale pour pouvoir les installer. Tout est lancé, enfin, tous les projets et toutes les commandes sont lancés ou en cours. Voilà, donc maintenant, il n'y a plus qu'à les recevoir et à pouvoir les installer. Je profite pour dire que la 2e édition est déjà lancée parce que dans le comité de suivi, on a retravaillé la question du planning qui n'était pas forcément demandé aux gens de voter au moment des fêtes de Noël. C'était peut-être pas le moment pour mobiliser trop les personnes et les votes. Donc on a retravaillé le planning, ce qui nous a obligés à relancer très vite la 2e édition. Et donc du coup, c'est l'occasion pour moi de dire qu'il est possible de continuer à déposer des projets dans le cadre du budget participatif jusqu'au 18 juin. Des questions, des remarques? Non. Merci. Eh bien, nous allons passer à la prochaine délibération relative à l'application des articles L2122-22 et L2122-23 du Code général des collectivités territoriales, pour lesquels nous avons transmis la liste des décisions administratives prises depuis le conseil municipal du 30 mars 2023 par monsieur le maire, suite à ces délégations et aux champs de compétences qui ont été délégués par le conseil municipal. Donc, est-ce qu'il y a des questions, des remarques ou des avis sur cette liste de décisions administratives qui ont été prises par monsieur le maire? Est-ce qu'on a le coût de la convention de prestation de services portant sur l'assistance pour l'instruction des autorisations d'urbanisme avec le CIVOM? Tout en bas de la page 3. Alors oui, on va chercher cette information-là et on peut la donner après à la suite. Je remarque qu'on n'est plus au CIVOM, mais qu'on travaille avec le CIVOM. C'est une bonne chose. Oui. D'accord. Oui. Alors, on ne travaille pas avec le CIVOM, on travaille avec les compétences du CIVOM, je tiens à le préciser, on ne travaille pas avec le syndicat, mais il se trouve qu'ils ont des compétences et on utilise leurs compétences. Donc, si on pouvait s'en passer parce qu'on avait les moyens d'embaucher des instructeurs de haut niveau en mairie de Lambersart, on le ferait volontiers. Simplement, on n'a pas les moyens, donc on va utiliser un service qui est un service pertinent. On a plusieurs choix possibles, puisqu'on pourrait utiliser les services de la MEL. Il se trouve que les instructeurs du CIVOM sont très performants et connaissent bien le territoire. Et donc, on ne travaille pas avec le CIVOM, mais bien avec les instructeurs du CIVOM. Dans la structure du CIVOM, on est bien d'accord. La réponse vous convient, monsieur Mazreux? C'est quand même les performances au sein de la structure du CIVOM. Voilà, oui, c'est un service au collège, tout à fait. Bien. Ah oui, oui. Donc pour rappel, monsieur Mazreux, merci. Pour rappel, monsieur Mazreux, en effet, on travaillait avec le CIVOM. Donc le budget était... Je vais vous donner des chiffres plutôt approximatifs. Je n'ai pas les chiffres devant moi. C'était 70 000 € ce que ça nous coûtait, le service urbanisme, toute demande confondue.
quand il y a eu cette sortie-là, nous nous sommes engagés sur 50 000 dépenses par rapport au dossier qu'on avait imaginé. On avait fait une moyenne de ce que, en termes de dossiers qu'on allait recevoir, c'était 50 000. Mais à cause d'un facteur multiplicateur qui est appliqué à toutes les communes qui utilisent le service, mais qui n'est pas qui ne font pas partie du CIVOM, il y a un facteur multiplicateur qui va dépasser environ 100 000 euros par rapport au dossier. Donc on a inscrit un budget de 100 000 euros, mais qui est appliqué pour l'ensemble des communes qui ne font pas partie du CIVOM. Donc voilà, c'est juste pour préciser, et je vous donnerai le chiffre un peu plus précisément dans la soirée. Merci, M. Thierry. Donc nous allons procéder au vote, et au vote qui décide de... Ah non, là, il n'y a pas de vote. Hein, il est proposé aux membres du conseil municipal de prendre acte des décisions présentées. Bien. En délibération suivante relative au plus, hein, le plus 3. Et là, je vais laisser la parole à M. Burlion. Merci. Est-ce que vous pouvez présenter la présentation? Allez-y, ouais, merci. Voilà, ici. Donc, pour rappel, c'est quelque chose dont on a déjà discuté dans un précédent conseil. Ici, une frise chronologique qui vous caractérise finalement le passage entre le plus 2 et le plus 3. Aujourd'hui, on est à cette étape ici, aux environs du milieu de l'année 2023, où il y a déjà eu un premier échange avec l'AMEL pour l'établissement du plus 3. Certaines de nos remarques ont été prises en compte, d'autres n'ont pas été prises en compte par le Conseil métropolitain. Donc ça revient vers nous pour un nouvel avis. Puis ensuite, il y aura une nouvelle étape d'enquête publique avec les avis pris en compte pour une approbation du plus 3 définitive par le Conseil métropolitain au premier semestre de l'année 2024 ou fin d'année 2023 au mieux, pour une entrée en vigueur, donc premier trimestre ou deuxième trimestre 2024 au mieux. Transparent suivant, pour faire une blague. Les différentes pièces du plus sont très nombreuses. Hein, ça couvre des choses aussi diverses qu'un règlement écrit qui détaille chaque zonage, un plan des hauteurs et un plan de stationnement qui est très important pour l'organisation de l'urbanisation de la ville, une carte de destination des sols donc, qui définit les zonages, des emplacements réservés, on a quelques emplacements réservés sur la commune, des emplacements réservés logements et des emplacements réservés infrastructures, une carte, un atlas finalement des choses classées soit à l'IPAP, soit à l'IPEN, et puis des choses très spécifiques sur l'ensemble de la métropole que sont les OAP. Il y a une centaine d'OAP sur la métropole, dont 3 à Lambersart. Les enjeux, ils sont très très importants. Ils regroupent finalement la traduction d'un certain nombre de textes structurants de la métropole, que sont le PADT, le PCAET, le plan de mobilité, l'orientation d'aménagement de programmation qui s'appelle Climat, Air, Énergie, Risque et Santé, qui est très ambitieuse et que l'on doit traduire en termes de documents d'urbanisme, c'est ce qui est fait dans le plus, pour favoriser les ambitions de la métropole en termes de densité urbaine. Vous savez que l'étalement urbain n'est plus possible, il y a une sacralisation des terres agricoles. Donc, compte tenu du plan local de l'habitat qui prévoit une augmentation du nombre d'habitants dans la métropole important, on doit densifier la ville, on doit aussi conserver un taux de naturation de la ville important, de prendre en compte l'enjeu de la transition énergétique et écologique, et puis quelques détails d'actualisation d'outils de règlement. Donc on a déjà eu pas mal de débats sur tous ces thèmes-là. Je répète un peu la chronologie. On a fait un séminaire interne en septembre 2021 sur le PADD qui nous a permis de voter ce PADD le 14 octobre 2021. Puis on a ensuite eu un premier débat en conseil municipal sur le plus 3 le 20 octobre dernier pour une approbation de la commune aujourd'hui.
Quelques points particuliers aujourd'hui que je souhaite mettre en avant sur la mixité fonctionnelle, la mixité sociale, la densité urbaine, la nature en ville et les OAP. Sur la mixité fonctionnelle, l'AMEL souhaitait au départ imposer à partir de 1000 m² de surface de plancher une mixité fonctionnelle obligatoire. On avait émis à l'époque un avis défavorable parce que ça ne se prêtait pas forcément à l'ensemble des quartiers de la ville. Il y a des quartiers qui se prêtent bien à du développement commercial par exemple, mais d'autres qui restent plus résidentiels. Donc l'AMEL a écouté cet avis qui a été repris par de nombreuses communes. Et donc l'idée qu'en est ressortie, c'est que cet outil est activable ou non en fonction des volontés des communes. Donc on peut s'en servir ou ne pas s'en servir en fonction des objectifs d'aménagement de certains quartiers. Pour ce qui est de la servitude, de la mixité sociale, donc on avait porté le projet d'avoir une servitude de mixité sociale sur la quasi-totalité de la commune qui rend obligatoire les 40% de logements locatifs sociaux sur donc toute la commune, exception faite de zones pour lesquelles ce pourcentage de logements locatifs sociaux est déjà très important, Braille, le Paco et le cœur de Canteleu. Donc c'est une demande qu'on avait faite et qui a été acceptée avec ici une adaptation mineure de périmètre parce qu'il y avait des choses qui avaient été pas prises en compte. En termes de densité urbaine, notons que le coefficient de densité minimale, qui rappelle finalement les anciens coefficients d'occupation des sols que l'on avait il y a quelques années, mais qui est réservé ici aux zones à proximité des transports en commun et des transports en commun très efficaces, métro, bus à haut niveau de service, tramway, etc. L'AMEL souhaitait porter finalement un coefficient de densité minimale qui évite que des projets se développent proches de ces usages sans finalement bénéficier de la dynamique générale. Donc on avait émis un avis favorable, ça a été retenu par l'AMEL. On avait aussi porté le fait qu'on pouvait augmenter raisonnablement certaines hauteurs dans certains zonages de la ville, mais cette proposition n'a pas été retenue par l'AMEL parce qu'il y a eu une opposition d'un certain nombre de communes, voilà, dont acte, ce qui est quand même compliqué si on veut densifier la ville, de ne pas augmenter les hauteurs. Là, j'avoue que j'ai une certaine incompréhension dans cette décision, mais dont acte. Voilà, un certain nombre de choses sur la nature en ville, où on avait porté soit la réduction d'exigences sur des spas, soit la proposition de spas, soit l'assouplissement d'espaces boisés classés ou la suppression de spas. Donc toutes ces modifications ont été acceptées. On a demandé en plus un certain nombre de petits ajustements sur De Buire-du-Buc pour passer en zonage UEP, donc c'est un zonage d'équipement public qui permet l'aménagement et finalement de sacraliser cet espace de Buire-du-Buc comme étant un espace à destination collective et pas pour créer du logement à cet endroit-là. Et puis on a demandé aussi l'ajout à l'IPEN, donc l'inventaire du patrimoine écologique et naturel, d'un certain nombre de sujets sur le site Lyoté, parce qu'il était apparu intéressant de mener à bien cette inscription. Donc là, c'est des choses qui ne sont pas encore inscrites au plus, mais qui devraient l'être dans la version définitive. Enfin, les orientations d'aménagement et de programmation, donc l'adaptation de l'OAP du secteur Monte, l'adaptation de l'OAP du secteur de la rue de Lille, ex-Sion, et puis la nouvelle OAP sur le site des briqueteries du Nord ont été acceptées par le Conseil métropolitain et incluses dans le plus 3. Donc sur tous ces points, il est demandé donc aux
conseil municipal d'entériner le projet de plus 3, arrêté, et de demander l'examen finalement au regard de la future enquête publique des petits ajustements que l'on a demandé dernièrement. Monsieur. Ben voilà, je n'ai rien à ajouter si ce n'est de passer au vote tel qu'il vous a été présenté par Monsieur Burlion. Peut-être on peut discuter, peut-être qu'il y a des Oui, questions. il y a avant le vote, des questions et des avis et remarques. Hein, oui. Je voulais juste partager quelques remarques que m'a inspiré cette lecture du PLU. Je suis allé voir plus en détail. J'ai lu aussi d'autres PLU parce que c'est vraiment des documents qui sont vraiment intéressants. En tout cas, c'est des documents qui sont importants dans notre vie locale parce qu'en fait, ils vont fixer la trame de l'espace urbain dans lequel nous allons vivre pendant des décennies, en fait. Hein. Et au-delà des sigles barbares, on le voit très bien, c'est toujours assez drôle qu'on trouve dans tous ces termes complexes du PLU. Finalement, il y a plein de bonnes idées pour préparer la ville et en fait, il faut vraiment qu'on soit vigilant à préparer la ville, pas là demain, mais la ville, moi je pense, pour 2050 parce que les transformations sont telles qu'on va devoir vraiment adapter la métropole européenne de Lille pour faire face à tout ce qui va se transformer, hein, ce qu'on appelle globalement la résilience urbaine, avec tout ce qu'on va rencontrer autour de la décarbonation, de l'adaptation au climat qui change très vite. Moi, j'ai été très surpris, j'ai lu une petite note de l'INSEE qui est parue il y a 4 jours. On est une surmortalité en France de plus de 52 000 personnes, trois coefficients, le Covid, la grippe et les pics de chaleur. Alors que, pour ceux qui se souviennent de la pandémie en 2003, il n'y a eu que 15 000 morts. Donc en fait, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte. Et il va vraiment falloir réfléchir à tout ça et comment on va adapter nos villes pour faire face à ces changements climatiques. Alors bien sûr, on a déjà parlé de l'équipement, de l'étalement urbain, je ne reviens pas. Et puis, il y a aussi un élément, je pense qu'il faut vraiment intégrer, et ça, c'est pour le coup, c'est vraiment quelque chose qu'on peut regarder au niveau de la commune, c'est qu'on est dans une société qui évolue rapidement. On a des comportements, des technologies, pas mal de nouvelles façons d'habiter et d'utiliser la ville qui changent tous les jours, on le voit bien dans la relation avec la population. On a connu les générations X, Y, Z. Maintenant, on est arrivé, les gamins qui ont 10 ans, ils sont dans la génération alpha. Tout le monde a un comportement différent. Tout le monde va vivre en ville et utiliser la ville de façon très particulière. Et c'est quand même à nous d'avoir cette responsabilité d'aménagement de l'espace urbain. Alors, je pense que le plus... on n'a pas fini d'en reparler parce qu'il reviendra souvent, parce qu'on va devoir l'adapter en permanence. Hein. Et tout ça, finalement, on parle de quoi? On parle de la fabrique de la ville. Parce que vous savez que 80% de la ville, elle existe déjà qu'on aura en 2050. Donc forcément, on ne va pas pouvoir se poser que des questions sur ce qu'on va faire avec ce qui reste, mais sur ce qu'on va faire avec ce qu'on a et comment on va adapter le territoire. Donc c'est des sujets passionnants. Ça peut être aussi inquiétant parce que quand on allume le journal télé, des fois, on fait un peu des bonds dans notre canapé. Mais voilà, il faut penser l'avenir et le penser différemment. Donc il faut commencer à réfléchir à tous ces sujets. On a déjà commencé à bouger pas mal nos habitudes quotidiennes. Hein. Avant, on ne parlait pas d'économie circulaire, d'organisation en boucle, de compostage, de réemploi. Il y a plein de trucs, des fois qui étaient plutôt hérités de nos grands-parents, qui sont revenus à la mode. Mais voilà, on doit vraiment commencer à réfléchir à c'est quoi une ville dans un concept d'urbanisme circulaire, comment on doit pouvoir la réadapter et la remodeler en fonction des nouveaux besoins, sans forcément passer par la construction systématique de bâtiments neufs. Voilà, il faut vraiment réutiliser ce qu'on a. Donc pour moi, il y a deux grands enjeux. Hein, la nécessaire réflexion de pourquoi et comment on construit, parce qu'on va devoir réfléchir à beaucoup de changements d'usage des bâtiments. La vie va s'adapter, la vie va se transformer. Et quels seront nos choix et comment la ville accompagnera ces mutations de la façon de vivre à Lambersart. C'est un sujet qui me semble assez intéressant. De réfléchir à pas mal de typologies autour de ce qu'on appelle un peu les constructions réversibles, hein, c'est-à-dire que vous faites fabriquer des bureaux, mais qui demain deviennent des logements, puis qui après finissent dans une activité autre. Il va falloir réfléchir à tout ça parce que c'est un enjeu de décarbonation et c'est un enjeu de ne pas gaspiller les matériaux qui sont déjà sur place quand on fait une construction. On a parlé de densification du bâti, on a parlé aussi des friches, hein, puisqu'il y a plein de morceaux de ville qui sont à surveiller. Il faut repérer les espaces qui soient existants ou des friches à venir parce qu'il va falloir les réutiliser ou pas. Il va falloir se poser pas mal de questions. Et puis ensuite, on a des retours sur les usages naturels, on en a parlé aussi. C'est des sujets qui sont vraiment intéressants parce que quand on a des morceaux de territoire qui sont devenus inutilisables ou inutilisés, il n'y a pas forcément le besoin de reconstruire. Peut-être on peut simplement les renaturer, les rendre à la nature. Et il y a un nouveau concept dont on n'a pas encore parlé, mais qui arrive à grands pas, qui est la fameuse ZAN, la zéro artificialisation nette, qui, pour lutter contre l'étalement urbain, va forcer, quand on va créer un mètre carré
urbain à leur proposer 1 mètre carré de végétation. Et donc, est-ce que nous, on ne pourrait pas étudier des situations comme ça? Parce qu'en fait, ça permettrait de préserver l'espace nature sur la ville. Si on fixe un quota, on dit, bah voilà, quand vous créez 1 mètre carré, il faut se débrouiller quelque part pour recréer 1 mètre carré de végétation. C'est un petit peu l'idée qu'on a vue dans le cycloté, mais c'est des choses qui pourraient se développer. Et puis aussi, le deuxième grand enjeu, c'est la réflexion sur comment on utilise l'existant, tout ce qu'on a déjà sous la main dans la ville. Donc c'est ce qu'on appelle un peu les mètres carrés gaspillés, vous savez, ceux qui, en dehors d'horaires fixes, ne sont pas utilisés. Comment on fait pour recenser ce patrimoine? Comment on fait pour utiliser ces ressources qui sont déjà là pour les mettre à service de la population, d'activités économiques et autres? Donc on peut intensifier ces usages. C'est-à-dire qu'un lieu, il faut accepter qu'un lieu puisse avoir plusieurs fonctions. Il faut penser les lieux pour qu'ils puissent accueillir plusieurs fonctions aussi. Donc ça, c'est à intégrer, je pense, dans nos réflexions. Élargir les horaires d'utilisation, hybrider les usages, mutualiser les bâtiments. Donc, et puis, un sujet qu'on ne parle jamais, on ne le trouve même pas dans le plus, c'est la question du travail. On fait beaucoup de choses autour de la construction des logements. On parle toujours de créer de nouveaux logements, de mettre des quotas dans les logements, mais on parle rarement de la façon dont on va exprimer le travail demain à l'intérieur de la ville. Est-ce que ce sera toujours des polarités? Est-ce que ça peut se disséminer dans nos quartiers? C'est quelque chose qu'il faut réfléchir, parce qu'en même temps, on développe plein de parcours de mobilité réduite à l'intérieur de la ville. Et finalement, toute cette mobilité réduite, c'est pour aller où? C'est pour aller dans notre vie quotidienne. Donc il faut aussi imaginer les lieux de destination, les lieux de départ, les lieux de destination, pour que cette mobilité réduite, cette concentration de la ville, elle soit utile et elle permette à tout le monde d'avoir une vie plus sereine au sein de la commune. Voilà. Donc en conclusion, moi je vous dirais que il y a plein de beaux sujets, il y a vraiment plein de trucs à travailler. C'est vraiment très intéressant. La fabrique de la ville, c'est quelque chose de super intéressant. On pourrait essayer de se donner des KPI, vous savez, des données chiffrées, parce que si on a besoin d'éclairer nos actions, la performance, ce qui est fait, ce qui n'est pas fait, là où il faut remettre des moyens, etc., ce serait bien d'essayer de transférer un peu tout ce qu'on a pu voir dans le plus, en se disant, nous, on aimerait en être là dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans, pour essayer de fixer un peu les politiques et puis de bien estimer les adaptations nécessaires qu'on peut avoir. Voilà, donc nous, on est d'accord avec toutes ces délibérations proposées. Le flux évolue, c'est normal. Moi, je suis content qu'on voit enfin arriver des notions qui sont plus excessivement tournées logement, mais des notions de mixité fonctionnelle. Là, on a vu qu'on a fait un petit pas vers la mixité fonctionnelle, et c'est quelque chose qui va forcément prendre le pas dans les prochaines années, puisqu'on va devoir se tourner vers la proximité des usages. Et puis voilà, donc on parle encore trop d'urbanisme au mètre carré. J'aimerais bien qu'on parle de projet de ville pour 2050. Ce serait intéressant qu'on essaye de se projeter dans ces 30 prochaines années. Et donc notre groupe Lambersart avec vous votera donc favorablement cette délibération. Merci pour votre écoute. Merci, Monsieur Frappard. Comment? Monsieur Pirat? Je suis très content de ce que je viens d'entendre, Monsieur Frappard, que je salue. Donc, effectivement, les soucis qui viennent d'être évoqués sont très importants, et je pense que c'est dans ce sens-là qu'on doit travailler ensemble. Je souligne deux choses. Je vais souligner quand même 2 choses. Je suis très content que la main reste aux municipalités sur l'aspect fonctionnel, sur les services fonctionnels. Ça peut permettre de continuer à avoir, donc, dans les nouvelles constructions, des possibilités de mettre en place autre chose que des commerces, mais des services à destination de la population en fonction de la volonté de l'équipe municipale. Et donc, je pense que c'est important que même dans un quartier où on ne voit pas l'utilité d'avoir un commerce, il puisse y avoir un service à destination de tous. L'autre remarque que je ferai, c'est, on n'en parle pas vraiment, c'est de façon induite, mais c'est sur les mobilités, et on se rend compte que Lambersart est resté un parent pauvre du plan de mobilité, et qu'il y aurait intérêt à ce que l'AMEL accélère, par exemple, tout ce qui peut être parking à l'extérieur, sur les voies pénétrantes de l'AMEL, avec des navettes, si possible gratuites, vers le centre-ville, vers les lieux de travail,
faire en sorte que, par exemple, désengorger les rues de Lambersart, par exemple, comme l'avenue Bécard. Donc en fait, entre autres, il y a des manques. Il y a encore des manques à ce plus 3, mais nous voterons, nous, favorablement à ce qui est proposé avec cette réserve-là. Merci, M. Pirat. Évidemment, il y a des choses qui sont très largement partagées, évidemment, par tout ce qu'on peut travailler, aussi bien en termes d'urbanisme que de mobilité, M. Dubé et M. Burlion, par rapport à ces actions et ces orientations qui me paraissent assez bien partagées. D'autres, M. Mazreux. Alors que nous traversons une crise du logement peut-être comparable à celle de 1951, avec le plus faible ratio entre les logements qui sont proposés et les besoins, avec au niveau national, où la crise du neuf est bien là, avec ses moins 80 000 logements sociaux en prévision, alors que sur le territoire de la MEL avait prévu 6 000 logements en cours du mandat, et nous serons sans doute à une ambition revue à la baisse de 50%, donc environ 3 000 constructions. Le plus 3, qui fait l'objet d'une délibération ce soir, se veut plus restrictif que le plus 2. C'est un paradoxe de la responsabilité de nos élus à la MEL, alors que sur Lambersart, nous avions aussi un accord de la préfecture quant à certains projets, je pense au Muchot, dont l'équipe précédente a renoncé, le projet Bonte, nous arrivions à être dans les clous quant à nos obligations de logements sociaux sur notre territoire. Nous avons à donner un avis sur un plus avec plus de servitude. La priorité est de construire en harmonie avec les besoins des familles, des personnes âgées, sans oublier les personnes porteuses de handicap et cette nature à laquelle nous tenons tant à Lambersart. Il ne faut pas dénaturer notre ville, mais il faut répondre à nos obligations. Je pense notamment à la loi SRU. Je reste un peu sur ma faim quant à la présentation en commission. C'est quand même un projet important qui nous engage pour l'avenir et pour notre ville et ses habitants. C'est vrai que je n'ai pas pu participer aux étapes qui ont été présentées tout à l'heure. Toutefois, je voterai cette délibération, car je l'ai dit, il nous faut un plus. C'est une vraie urgence, un plus pour assurer le développement harmonieux de la ville, mais maîtrisé par la ville, avec une vraie responsabilité de Monsieur le maire et de son adjoint en charge quant au projet à venir. Merci, Monsieur Mazreux. On partage évidemment le besoin de nature en ville, c'est pour ça qu'on n'a pas souhaité, et on ne souhaite toujours pas évidemment faire des Muchots un quartier, et qu'on essaie d'atteindre les objectifs et donc les contraintes de la OSRU en maintenant les Muchots un espace de nature et en maintenant aussi d'autres espaces, comme on l'a vu aujourd'hui, des Burdibuc, ou même à côté une partie de l'espace Bonte, en espace de nature, aussi bien pour les habitants, les riverains, que je dirais de manière globale les habitants de Lambersart. Tout à fait. Bien. D'autres questions, remarques, c'est bon? On va pouvoir passer donc au vote. Donc, il est proposé aux membres du conseil municipal d'entériner le projet de plus 3 arrêté et de demander l'examen au regard des résultats de la future enquête publique, des ajustements repris dans la présente délibération, ainsi qu'une inscription à l'inventaire du patrimoine écologique et naturel pour le périmètre Lyoté. Qui vote contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. Eh bien, nous voici à la dernière délibération pour laquelle je vais passer la parole à Monsieur Lemthiri. Merci, Monsieur Pierrot. Cette délibération, elle concerne le placement de fonds sur un compte à court terme. Les collectivités territoriales sont soumises à l'obligation de dépôt de leurs fonds disponibles de l'État qui ne versent pas d'intérêt. Toutefois, les articles L1618-1, L1618-2 du Code général des collectivités territoriales permettent parfois de déroger à cette règle lorsque les fonds proviennent de diverses sources.
La première, ça concerne les libéralités, les dons et délègues par exemple, l'aliénation d'un élément du patrimoine, ce sont des biens mobiliers ou immobiliers relevant du domaine privé, quand il s'agit d'emprunts dont l'emploi est différé pour des raisons indépendantes de la volonté de l'activité, de la collectivité, quand il y a un problème d'entreprise par exemple, ou de démarrage de projet, ou de recettes exceptionnelles dans l'attente de leur réemploi. Il s'agit notamment ici des indemnités d'assurance, des sommes perçues à l'occasion d'un litige. Compte tenu des disponibilités de trésorerie de la ville et des cessions au profit de la collectivité, le recours à des produits de placement financier permet de générer sur un court terme, de 3 mois dans cet exemple-là, de bénéficier de quelques milliers d'euros. Vu le Code général des collectivités, notamment ses articles L1618-1, L1618-2, L2122-22 et R1618-1, il est proposé aux membres du Conseil de procéder au placement des fonds provenant de l'aliénation d'éléments du patrimoine pour un montant d'1 292 000 euros, 360, qu'on va pouvoir arrondir à 1 292 000 euros, qui correspond à la vente du terrain Nado pour 1 200 000 euros, la vente de Proxibus et également la vente de quelques véhicules. De souscrire à ce titre un placement de trésorerie sur un compte à terme ouvert auprès de l'État, trésor public, le capital étant garanti, les intérêts fixés à la souscription au taux nominal consenti aux collectivités locales s'établissent à ce jour à 3,15%. Et à titre d'indicatif, il vous a été présenté ce taux parce qu'au moment où on allait placer cet argent-là, qu'on saura exactement le taux, de fixer la durée de placement à 3 mois, ce qui nous permet de sortir notre argent lorsqu'on le souhaite pour des urgences ou ne pas prendre le risque de pouvoir le bloquer. Néanmoins, nous avons la possibilité d'anticiper la sortie du capital et de pouvoir calculer les intérêts sur la période d'immobilisation de cette somme. Donc voilà, ça concerne un placement de 3 mois d'1 292 000 euros qui vont rapporter quelques milliers d'euros. Merci. Une question, monsieur Caudron. On a échangé sur ce sujet avec M. M. Thierry, donc c'est une bonne chose. Quand c'est bien, il faut le dire aussi. Et effectivement, bon, vous l'avez dit, il y a des cessions d'actifs, des recettes exceptionnelles, puisque l'État n'a jamais voulu qu'on puisse placer sa trésorerie courante dans la mesure où il fait des avances finalement, puisqu'on a des 12e, donc c'est un peu la contrepartie. Donc c'est bien. Les taux courts sont élevés, donc forcément on a de belles rémunérations sur les placements, 3,15 sur 3 mois, c'est même très bien. Mais forcément, si on emprunte, les taux sont au moins la même chose, peut-être un peu plus cher, c'est logique, quoi. Donc, et peut-être juste, donc c'est bien. Quel établissement peut-être, je ne sais pas si c'est fait ou c'est signé, enfin c'est pas signé puisqu'on le décide, mais qui propose ça? Mais c'est pas le CIC, hein, ouais, je non, sais. Non, mais rassurez-vous, hein, on fait pas. Non, vous pouvez nous prêter. Non, parce que je passe commission. C'est la Poste. Vous prêtez au-delà de 4%, ça je le sais. Oh, ça y est, vous m'attaquez déjà. Venez me voir après. Le comptable public ne nous a pas encore... Non, vous ne savez pas encore. Non, pas encore. D'accord. Okay. Bon, ben non, c'est bien, donc voilà. D'autres questions, remarques? C'est bon, donc nous allons pouvoir procéder au vote sur ces bases pour placer les fonds, donc 1 292 000 sur 3 mois, de souscrire à ce titre un placement de trésorerie à un taux indicatif de 3,15%, taux bien indicatif, hein, sous réserve de la date effective de signature du contrat, et sur une durée de 3 mois comptée du 1er juillet 2023. Qui vote contre? Qui s'abstient? Eh bien, ça à l'unanimité. Je vous remercie. Eh bien, voilà, cela clôt la deuxième séance de ce conseil municipal. Et donc, je vous en remercie et je vous invite au prochain qui se tiendra ici le 29 juin 2023. Merci bien.